3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Di Pizziotti est avec nous, responsable monde de la gestion d'actifs d'Indosuez Wealth Management. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Pierre Nouan de nous accompagner également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion et Jean-Jacques Friedman à nos côtés également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Vega IM. Demain sera donc un jour marqué par la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin, qui viendra compléter la photographie de l'économie américaine pour la fin du deuxième trimestre, pour le mois de juin. Delphine, si on apporte quelques chiffres pour essayer d'imager cette photo instantanée macro, je retiens qu'on a 3,6% de taux de chômage, ça a été confirmé par le rapport mensuel sur l'emploi en fin de semaine dernière. On a suffisamment d'indicateurs pour avoir une estimation assez fiable quand même du rythme de croissance qu'on a sur l'économie américaine au deuxième trimestre. L'indicateur instantané de la Fed d'Atlanta nous donne 2,3% de croissance trimestrielle annualisée à fin juin au T2 aux États-Unis. Et pour l'inflation, le chiffre sera sans doute autour de 3%. C'est le consensus, ce qu'attend le consensus des économistes. Je me dis quand même, un an après le pic d'inflation, le choc de taux de 500 points de base, c'est quand même une photographie qui n'est pas si mauvaise. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ça reste une photo instantanée. Exactement. Mais quand même, C'est pas mal. Un an après le pic d'inflation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on attendait, et c'est toujours, on regarde toujours le passé et on essaye de prévoir en fonction de ce qu'on connaît dans le passé. Là, quand même, est-ce qu'on est en train d'ajuster? Parce que finalement, les économistes sont toujours en train d'ajuster. C'est qu'on s'est dit que l'impact de la remontée des taux, il serait assez rapide. Au bout de 6 mois, on aurait déjà les impacts. Très rapidement, quand même, les banques centrales ont communiqué en disant probablement ça sera plutôt 18 mois, enfin 1 an, 18 mois, voire 2 ans avant d'avoir cet impact de taux. Pourquoi on aura plus tard cet impact de taux? Et c'est notre vue depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on était plutôt sur un no landing sur l'année 2023. On était vraiment en décalage avec les prévisions macroéconomiques. Pourquoi? Parce que faut quand même se souvenir qu'en 2020, les États-Unis, ils ont quand même mis 26% du PIB sur la table pour relancer l'économie. Enfin, 26% du PIB. Ouais. Donc, alors, heureusement qu'on n'a pas l'effet tout de suite, parce que ça serait quand même catastrophique. On pourrait vraiment se poser des questions, et la crise qui nous attendrait serait vraiment très importante. Donc, heureusement que le consommateur, avec cette relance fiscale quand même extraordinaire... Purger une injection de 26% du PIB, ça peut prendre un peu plus de temps que 6 mois, quoi. Exactement. Alors, c'est un peu moins pour l'Europe, c'est la moitié moins en moyenne. Mais malgré tout, ça a été une relance extraordinaire, parce qu'on est quand même passé à côté de quelque chose qui était une crise potentiellement assez énorme. Donc, on a relancé. Les effets, probablement, se seront visibles l'année prochaine, voire en 2025. Donc, OK, c'est vrai que c'est en train de baisser. Notre vue, ça n'a pas bougé depuis le début de l'année. C'est une racine carrée pour la trajectoire de l'inflation. C'est-à-dire que probablement, on a plein de choses qui font que l'inflation décroît dans sa trajectoire et probablement atteindra la target des banques centrales assez rapidement, des 2%. Maintenant, probablement qu'elle ne va pas se stabiliser sur les 2%. Oui. Probablement qu'elle va remonter et qu'à plus long terme, et c'est là que probablement on se trompe, c'est qu'elle ne va pas rester à 2% et 2,5%. Enfin, on se trompe. Oui. Le risque, c'est qu'effectivement, ce soit juste une touche à 2% pour ensuite trouver un niveau normalisé, alors qu'on connaîtra par la suite, mais qui ne sera pas celui de 2%. Et le vrai risque, et alors pour plusieurs raisons, ça a baissé plus rapidement, on a les effets de base, on a la normalisation côté offre, et puis une demande qui se normalise aussi de son côté. Donc les effets de post-Covid et de réouverture des marchés, et finalement c'est très récent pour la partie Chine, c'était cette année, donc en début d'année. Donc tout ça fait que c'est, je dirais, on pourra dire par la suite que c'était prévu. Après, ce qui interpelle aujourd'hui quand même sur l'inflation, c'est ce terme, je ne sais pas si vous l'avez plutôt lu, mais de gridflation. Bien sûr. Donc, gridflation, donc c'était le truc qui est arrivé à la mode, qui est apparu en 2021 aux États-Unis, et c'était de dire que finalement, cette inflation, elle est quand même malgré tout. Alors évidemment, il y a le choc énergétique, évidemment, il y a le choc... Donc c'est l'idée de l'inflation par les profits, c'est ça, l'avidité des entreprises qui les pousse à tirer les profits à la hausse. C'est que l'inflation, elle est... entraînée par les profits, elle est alimentée par les profits exceptionnels des entreprises. Il y a le FMI qui a sorti une étude là-dessus en disant que finalement les profits des entreprises, qui étaient des profits exceptionnels,
c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure des résultats d'entreprise. Bien sûr. À la fin de la semaine, ça va être assez intéressant, parce que les résultats étaient toujours bons, ont quand même été globalement plutôt meilleurs qu'attendus, un peu comme d'habitude. Mais tout ça pour dire que ces profits, eh bien, d'après le FMI, ils ont quand même alimenté la moitié de la hausse de l'inflation sur les 2 dernières années en zone euro. C'est ce que montre le rapport de FMI. C'est quand même quelque chose. Alors, voilà. Donc, est-ce que, maintenant, la situation, quand même, encore une fois, elle est en train de se normaliser. Les profits, ils ne vont pas rester aussi élevés pendant tout le temps. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Là aussi, il va y avoir une normalisation. On voit qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui indiquent dans les enquêtes qu'elles vont continuer de monter les prix. Hein. Le stock d'entreprises qui indique qu'elles vont continuer de monter les prix est en train de se réduire à vitesse grand V. Et heureusement, parce que maintenant contribue négativement à l'inflation. Et puis aujourd'hui aussi, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est la convergence de l'inflation européenne avec l'inflation américaine. Parce qu'au démarrage, l'inflation américaine était beaucoup nourrie sur une surchauffe de l'économie, grâce à la réouverture, c'est les fameuses 26% du PIB. Alors qu'en zone euro, ce n'était pas du tout le cas. Encore une fois, là, je me réfère à une étude du FMI, c'est 80% pour les États-Unis, c'est 6% pour l'Europe. L'Europe a été vraiment impactée sur cette crise énergétique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'inflation, c'est moins, alors c'est plus du tout l'énergie, puisque ça contribue négativement, c'est moins la partie alimentation, et c'est aujourd'hui plus les services et services locaux. Et donc là, il y a une convergence aussi de cette alimentation de l'inflation aux États-Unis ou en Europe, qui va sur une normalisation aussi de l'inflation. Donc, globalement, oui, c'est normal, cette photo. Cette photo de l'économie US. Ne me choque pas. Maintenant, il va falloir, est-ce que réellement on va suivre notre stratégie, trajectoire en racine carrée ou pas? Ce qui est, en fait, et ce qui est aussi hyper crucial, c'est qu'est-ce qu'on attend. Quand on a regardé l'enquête, là, qui a été faite auprès des consommateurs américains par la Fed de New York, sortie hier, sur les prévisions des consommateurs sur l'inflation l'année prochaine, ils prévoient une légère baisse. Ils voient 3,8% d'inflation. Dans 2 ans, ils voient 3%. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer si on n'est finalement pas à 3%, mais on est à plus? Et ça valide la stratégie higher for longer de la Réserve fédérale américaine. Exactement. C'est-à-dire que même si l'inflation marque un point bas ou revient autour de la cible, il faudra être suffisamment courageux pour ne pas relâcher les efforts, quoi. Oui, et puis de toute façon, ils ont tout intérêt aussi à driver les anticipations de marché. Ils n'ont pas du tout intérêt à dire qu'ils vont arrêter de remonter les taux. Oui, c'est performatif. Hein. Si vous dites que vous arrêtez, le marché, va accélérer. L'anticipe, le prend pour acquis, et bien sûr. Ouais, je comprends. D'où la fermeté du discours qu'on peut retrouver encore chez certains banquiers centraux aujourd'hui. Je reviens à ma petite photo finish de l'économie américaine fin juin. Et ce qu'on attend de ce chiffre d'inflation demain, on va avoir un chiffre à 3% autour, quand même, pour l'inflation globale, divisé par 3 en un an, Julien Pierre. Oui, pour l'inflation globale, mais c'est vrai que les banquiers centraux savent bien qu'il y a des gros effets de base sur l'énergie et que ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation hors alimentation énergie qui est plus représentative des tendances. Et celle-ci, alors suivant qu'on prenne le déflateur de la consommation ou le CPI qu'on a demain, on est à 4,5-5 et ça ralentit très lentement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement la décomposition que nous propose la Fed, c'est-à-dire regarder d'un côté les biens. Alors là, il y a eu un peu de volatilité par rapport au prix des voitures d'occasion. Avec sans doute un léger mieux. Mais globalement, c'est vrai que quand on regarde les enquêtes sur les chaînes d'approvisionnement, on sent que l'inflation des biens, elle a effectivement été transitoire. Le logement a l'air d'être en train de se retourner, mais là encore, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on voit les prix de l'immobilier partir à la hausse. Ouais. Et la vraie question pour la Fed, c'est ce dont on parlait, l'inflation des services, parce que c'est celle qui est drivée par le coût du travail. Et on en vient, alors là aussi on a eu des chiffres un peu meilleurs sur les derniers mois, mais on reste dans la tendance des 2 dernières années, on n'a pas encore suffisamment ralenti pour assurer la Banque centrale. Et plus globalement, c'est le higher for longer, c'est aussi le fruit de l'expérience des années 70, on en avait déjà parlé. Les banques centrales savent que si elles assouplissent trop tôt, le risque c'est d'avoir une sorte d'effet palier, c'est-à-dire que l'inflation effectivement ralentit, mais se stabilise à un niveau plus élevé qu'auparavant. Et donc on en revient à cette question finalement des salaires et donc du marché du travail et donc de l'activité économique. Et c'est vrai que pour l'instant on a une activité qui a plutôt bien résisté, mais on voit quand même des signes de ralentissement. Des indicateurs, alors effectivement il y a l'estimation de la Fed d'Atlanta à 2% pour le deuxième trimestre, mais si vous prenez par exemple quelque chose comme le nombre d'heures agrégées qu'on a dans le rapport sur l'emploi,
En fait, baisse. au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, on est à 0 moins. Et ça, généralement, c'est cohérent avec des PIB bien en dessous de 2%. Je comprends. Le nombre d'heures travaillées ne progresse plus. Voilà. Vous regardez le profil de la consommation depuis le début de l'année. On avait eu un mois de janvier exceptionnel parce que tous les paiements indexés avaient été réajustés. Février, 0 moins. Mars, 0 moins. Avril, on était à plus 0,5 sur la première estimation, on est à plus 0,2. Mai, 0 moins. Donc on va voir les ventes au détail là pour le mois de juin, mais on sent que, et sachant que sur cette période, le consommateur a bénéficié encore de cette surépargne Bien sûr. et de faits bénéfiques au niveau des prix de l'énergie. Donc voilà, on sent que ce resserrement monétaire, il produit petit à petit ses effets. Il ne faut pas oublier les banquiers centraux disent souvent 12-18 mois pour les effets. Il y a 12 mois, on était en dessous de 2% aux US. Il y a 12 mois, on était en taux négatif en Europe. Donc le gros des effets du resserrement monétaire, il sera sans doute plutôt sur la deuxième partie de l'année. Ouais. Autrement dit, ça veut dire que le pic des taux réels positifs aux États-Unis, sous certaines mesures, on a déjà des taux réels positifs aux États-Unis, mais le pic est encore à venir. Potentiellement, oui. Et le resserrement sur l'économie, on le voit dans les données de crédit, ça ralentit. Et on sait ce qui compte pour l'impact du crédit sur la croissance. Ce n'est pas la croissance du crédit, c'est la variation de la croissance du crédit. Ça. Et on est en très nette décélération aux États-Unis, en Europe. Donc, pour nous, on reste quand même très prudent sur la trajectoire économique des mois à venir. Certains opposent, face à cette question de l'impulsion de crédit, comme vous dites, opposent le fait que le bilan des ménages est encore très solide, avec encore un peu de stock d'épargne excessive. BofA nous dit qu'il faut peut-être encore 9-10 mois pour solder l'excès d'épargne, si vraiment c'est encore de l'épargne excessive stockée par les Américains, au rythme de consommation historique. Il y a peut-être encore des mois de consommation devant nous, en tout cas de maintien du consommateur. Et puis les entreprises aussi sont cash-rich, avec des bilans, et beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément de besoin de refinancement énorme aujourd'hui. L'appel au crédit n'est pas forcément nécessaire pour un certain nombre d'agents économiques aujourd'hui. Oui, effectivement. Mais voilà, sur cette question d'épargne excédentaire, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on compare souvent ce qu'on a épargné par rapport à la tendance. On ne sait pas, il y en a une partie qui a été potentiellement investie. Par exemple, il ne faut pas oublier que l'investissement immobilier, ça rentre dans l'épargne. Donc ça, c'est pas de l'argent qu'on peut retirer pour consommer. C'est pas liquide, oui. Voilà. Et il faut aussi voir sa répartition au sein de la population. Que Bill Gates ait encore de l'épargne excédentaire, ça aidera pas le consommateur américain moyen. Oui, non, il y a une question de dispersion, de dispersion de l'épargne. On sait qu'elle est captée quand même plutôt par les catégories les plus aisées. Bah oui, votre vue un peu macro là sur la situation. Est-ce que quand même la résilience macro de l'économie américaine que tout le monde constate, est-ce que c'est une source d'espoir pour la suite, ou est-ce qu'on arrive au moment où une résilience trop persistante, ben oui, ça veut dire une Fed d'autant plus agressive avec la morsure des taux réels qui est encore peut-être devant nous. Si on reprend quelques mois en arrière, sur l'inflation, le fait de passer à 9 à 4, il ne fallait pas être un grand clair pour l'anticiper. Ça, c'était vraiment anticipable. Le point, c'est que, étant donné l'effet de base sur les matières premières, on a été plus bas qu'attendu sur le gaz, sur le pétrole, et donc on va descendre plus. Mais ça, c'était vraiment dans l'anticipation. Et sur la croissance, alors beaucoup d'économistes voyaient une récession. On pouvait au moins s'interroger par rapport justement à cette épargne. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais au moins il y avait un doute là-dessus. Donc je dirais que ça a été mieux qu'attendu quand même sur l'aspect résilience. Mais par contre, sur l'inflation, la tendance était là. Et je suis d'accord vraiment avec l'idée de Racine Thiaré. C'est-à-dire qu'on va justement aller à court terme un peu en deçà par rapport à l'effet de base, par rapport à tout ce qui est hausse des prix, en réalité qui n'est pas inflation, mais par rapport à tout ce qui est hausse des prix, il va y avoir aussi la décélération du loyer, parce que c'est vrai que ça redémarre au niveau de l'immobilier, mais ça redémarre sur des prix plus bas. Donc l'effet retard sur les loyers devrait quand même s'effectuer. Les transactions ont lieu sur un prix d'immobilier plus bas, même si ça redémarre. Il peut y avoir aussi sur la psychologie plus de liens avec la Chine, et donc se dire que voilà, il peut y avoir un peu plus d'importation et ça peut aller dans le bon sens. Mais par contre, ensuite, la vraie inflation, qui est l'effet à la fois des chaînes de valeur, aujourd'hui c'est plus compliqué, on ne va pas se sourcer uniquement vers la Chine. Il va y avoir aussi l'effet d'un marché du travail totalement différent. Et donc, ça montre bien qu'on va normalement avoir une remontée de l'inflation. Donc, je pense que la Fed, sans doute, elle va profiter peut-être d'un moment donné, on va flirter avec son fameux objectif de 2%.
pour peut-être ouvrir la porte à se dire que le travail a été fait, mais que maintenant, il y a peut-être une fourchette de 2 à 3%, par exemple, en point cible de l'inflation. Ce schéma-là, Racine Carré, ça plaide pour l'idée d'une refonte, ou en tout cas d'une adaptation de l'objectif d'inflation d'une banque centrale comme la Fed. Ça serait le bon moment pour le faire. Parce que c'est hors de question, officiellement. Officiellement, c'est hors de question. Oui, mais si on en parle, c'est que sans doute que ça est dans l'air du temps quand même. En tout cas, nous aussi, on a ce même sentiment-là, ce qui veut dire qu'il faut profiter à un moment donné, quand on approchera des 2%, pour sans doute être... Remettre de l'inflation dans les portefeuilles. Exactement. Voilà. C'est un peu l'idée, justement, parce que en plus, c'est le moment... Alors, tout ça fait que nous, s'il n'y avait pas eu ce discours aussi ferme de la Fed, on n'aurait même pas cru qu'il y avait une dernière hausse des taux, puisque ce chiffre d'inflation survenant avant, on avait le scénario comme quoi, il n'y aura peut-être même pas besoin, mais par contre, qu'il allait avoir durablement, pendant 2-3 trimestres vraiment, une stabilisation des taux, justement, pour avoir un discours au moment où, justement, cette inflation va remonter. Mais c'est peut-être pas la dernière, hein. Ça serait surprenant, parce que je trouve qu'au moment où, justement, la question se posera dans 2 ou 3 mois, c'est le moment où on risque d'avoir les meilleurs... Alors, l'inflation la plus basse, quoi. Voilà, l'inflation la plus basse. Donc, et de reprendre 6 mois après... c'est ce qu'on a vu chez des banques centrales, certes secondaires, avec des spécificités locales, australiennes, canadiennes ou autres. Mais on a vu que pour certaines banques centrales, c'était la pause était une pause temporaire, pour le coup. Je suis d'accord, les économistes aiment bien, en réalité, le chiffre cœur de l'inflation, mais l'effet psychologique, on raisonne tous par rapport au chiffre réel de l'inflation. Et donc ce chiffre réel de l'inflation baissant, global, il y a sans doute moins de négociations salariales nécessaires, il y a sans doute un appétit de fixer les prix par les entreprises un peu moins fort aussi, donc ça sera plus difficile. Et sur l'aspect croissance, je trouve aussi que là, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a encore un potentiel d'épargne qui peut durer 6 mois, mais la situation est différente, où là, les ménages ont dû puiser dans leur bas de laine parce que face à une inflation à 9, ils avaient une augmentation de salaire par exemple à 5, mais aujourd'hui la situation est inverse, parce que les effets de second tour fonctionnent, et l'inflation est plus basse. Donc, on va avoir des salaires réels positifs. Et voilà, et se passe le relais. Donc, il y a plus besoin de taper dans l'épargne. Et oui, tout à fait. Ça va soutenir la demande là, sur la deuxième partie de l'année. Ça va soutenir la demande sur la deuxième partie de l'année. Et quand on regarde sur l'industrie, alors les chiffres en ce moment sont mauvais, mais quand on regarde la déposition, on voit qu'il y a beaucoup de déstockage dans beaucoup de zones géographiques. Donc à un moment donné, c'est toujours compliqué, mais si on prend l'exemple par exemple des plans de relance et du moment du Covid ou de la Covid où les consommateurs pouvaient consommer, eh bien ils ont acheté des PC il y a 3 ou 4 ans. Ça veut dire que le moment où on va fonctionner, c'est 3 ou 4 ans après. C'est maintenant. Donc sur l'aspect des stockages, on est peut-être aussi dans un moment un peu limite. Donc sur la croissance, je suis pas forcément négatif. Tout ça fait 2-3 trimestres avec alors c'est difficile d'anticiper. On n'anticipe jamais une récession grave, mais tout ça semble vraiment une récession. Enfin, des chiffres autour de 0 pendant 2 ou 3 trimestres. Et pendant ce temps-là, finalement, le marché se reconstitue. Donc, on a le sentiment d'une croissance qui ne devrait pas tomber en récession forte du tout. Juste un élément. Bien sûr, Delphine. Sur ce point-là de l'inflation, ce qu'on a tendance à penser, c'est que systématiquement l'inflation est mauvaise pour toutes les composantes de l'inflation sont mauvaises pour le pouvoir d'achat. Et finalement, c'est pas forcément le cas. Et on l'a vu après le Covid aux États-Unis, quand on ne pouvait pas acheter de voitures neuves parce qu'on n'était pas livré, on achetait des voitures d'occasion. Inflation sur les voitures d'occasion, mais le particulier qui a acheté la voiture d'occasion, même si le prix a augmenté, il a payé moins cher que sa voiture neuve. Pareil avec la sortie de Covid, quand il a déménagé de San Francisco pour partir au Texas ou dans un autre État pour s'acheter une maison, il a fait monter et grimper fortement l'immobilier sur place, mais globalement, il n'a peut-être pas payé beaucoup plus cher que son appartement qu'il a laissé. C'est aussi important de rappeler que derrière ces indices d'inflation, alors que maintenant tout le monde manie comme si on connaissait ça depuis toujours, les CPI et autres, mais sur les voitures d'occasion, il y a quelques mois j'avais ce chiffre en tête, mais je pense qu'il est toujours valable. 10% des Américains seulement ont acheté une voiture d'occasion en 2022. C'est-à-dire que l'inflation des prix des voitures d'occasion n'a concerné finalement que 10% des ménages américains. En tout cas, une part ultra minoritaire. Idem pour les loyers. Il y a quand même un grand nombre de ménages qui sont propriétaires. Alors, il y a le fameux loyer implicite, etc., mais qui n'est pas du tout une réalité pour un ménage propriétaire. Et je lisais, moi, c'est ce qui me c'est quelque chose que je viens de découvrir, c'est qu'en fait, on a une proportion majoritaire de ménages propriétaires qui ne sont plus engagés avec un mortgage. C'est-à-dire qu'ils sont libérés complètement de l'emprunt immobilier. Non, mais
Voilà, donc derrière ces indicateurs d'inflation, tout le monde ne vit pas l'inflation à ces niveaux de Et puis il ne faut pas rester de prix qu'on voit. l'idée de 2008 où on avait une grande partie des ménages américains qui étaient en taux variable. Aujourd'hui, il n'y a que à peine 10% des Américains qui sont en taux variable. Pareil au Royaume-uni, là aussi, on a une chute du mortgage. C'est pas le cas c'est sûr. en Australie. À propos d'inflation, c'est un peu la question là aussi à mi-année, au regard des chiffres des prix notamment qu'on a vu en Chine sur le mois de juin, à la consommation, à la production. Est-ce que la Chine est entrée en déflation ? Ça fait des années que l'inflation est faible en Chine et effectivement on a plutôt une phase de nouveau ralentissement. C'est aussi le reflet d'une reprise économique qui c'est quand même plus molle que ce que beaucoup de gens attendaient. Si on reprend beaucoup de scénarios de début d'année, on allait voir ce qu'on allait voir sur la Chine avec là aussi une épargne excédentaire assez colossale. Alors il y a eu un peu de revenge spending, mais au final, les chiffres des 2 derniers mois sont quand même moins glorieux que ce qu'on pouvait penser. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des sujets structurels en Chine. Il y a, en fait, cette épargne excédentaire, quand vous avez un pays où le taux d'épargne des ménages il est de entre 30 et 40%, leur réflexe, c'est de l'épargner et de garder en épargne. C'est de l'épargne de précaution, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on le voit aussi en Europe. France, on est quasiment à 20%. Le taux d'épargne moyen dans la zone euro, il est encore supérieur au niveau de pré-Covid. On n'est pas du tout comme aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça, sur les États-Unis, je pense que c'est quelque chose qui constitue aussi un risque, c'est que le taux d'épargne aujourd'hui, il est à 4,5. Il était à 7,5, 8 avant le Covid. Donc, parce que les gens puisent dans cette épargne. Mais ça risque de se retourner à un moment. Mais pour revenir sur la Chine, on sait que l'immobilier reste un sujet important et qui, pour l'instant, ne trouve pas de solution, parce que ça demande sans doute des réformes très structurelles que le gouvernement n'est pas encore prêt à faire. Donc, une crise immobilière sur la taille d'un marché comme le marché immobilier chinois, ça pèse pendant des années ? Et certains commencent à parler de l'exemple du Japon pour la Chine. C'est un chiffre qui m'a frappé récemment. L'IIF qui calcule les agrégats de dette. L'Institut international de la finance, c'est ça ? Calcule des agrégats de dette pour toutes les principales économies. Les dernières données montraient que le ratio total de dette de la Chine rapporté au PIB est maintenant supérieur à celui des États-Unis. Alors, public et privé, Oui, public et privé. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, c'était la moitié. On sait, historiquement, lorsqu'on regarde l'histoire économique, que ce genre d'accumulation longue et importante d'endettement, c'est jamais très sain. C'est la deadflation, quoi. Et alors, on ne sera pas sur une crise violente parce que c'est une dette interne et que la Chine le gouvernement contrôle toutes les banques. Mais c'est un vrai enjeu sur le potentiel de croissance de la Chine sur les prochaines années. Et ça obère les capacités de relance du gouvernement et des autorités chinoises aujourd'hui. Oui, parce que les collectivités locales sont déjà très endettées. En plus, leurs recettes étaient pour l'essentiel indexées sur l'immobilier. Donc, oui, c'est compliqué, sans doute. Quelles sont les informations que les entreprises vont nous apporter une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon macro rapide, Jean-Jacques, ça va être l'enjeu là, des prochains jours et des prochaines semaines. Quel type d'informations on attend ? Quels sont les points d'attention qu'on a envie de mettre en avant ? Est-ce qu'on continue au niveau des entreprises à avoir ce pouvoir de fixation des marges, sans doute ? On voit bien que les résultats sont un peu orientés, donc on a l'impression que par rapport au moins 6 attendu sur les résultats, une fois de plus, on ira peut-être vers moins 2, notamment aux États-Unis, que c'est assez piloté. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aussi, on parlait tout à l'heure du fait des effets aussi positifs de l'inflation, un des effets positifs, c'est que c'est toujours aussi favorable aux entreprises, parce qu'il y a une forme d'illusion monétaire. C'est-à-dire que si vous avez d'inflation, vous avez quand même des salariés qui demandent de 2,5. Si vous avez 5 d'inflation, il y a un peu une illusion monétaire. Les salariés disent, 3-4, ça va. Oui. C'est ça, fondamentalement. Illusion nominale, oui, c'est ça. Monétaire, donc... Voilà, donc je pense que le marché sera sensible à ça. Je ne suis pas sûr que ça soit c'est l'élément qui peut calmer le fait que le marché a réussi finalement à faire le gros dos pour le marché action au moment où il y a eu vraiment un changement de perception
sur l'évolution des taux aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait encore l'idée que les taux courts allaient baisser dernièrement au cours du second semestre. Et là, le marché a totalement changé. Et malgré ce changement... On est revenu sur des sommets. La semaine dernière, c'était la semaine des 2 ans, là, c'est ça? Enfin, des taux à 2 ans. On a franchi ou retrouvé les sommets sur les taux à 2 ans américains, allemands, britanniques. On a explosé les records d'octobre dernier. Et c'est ça. Ça souffre aussi sur le long par nécessité. Donc, le marché a réussi quand même à faire le gros dos par rapport à ce basculement très important où les taux, le futur baisse des taux a été repoussé pratiquement de 2 trimestres. Ouais. Donc là, le marché a été assez costaud pour ça. Pour encaisser ça. Voilà. Je ne pense pas que ça soit l'élément déterminant sur les marges. Alors, il y aura un discours, mais je ne pense pas que le marché va se focaliser particulièrement sur les résultats. Non, mais est-ce qu'on va retrouver, je sais pas, la déception macro-chinoise? Est-ce que ça va se retrouver déjà dans les résultats de certaines entreprises, au moins dans le discours? Ça se retrouve déjà, par exemple, dans les différences de croissance qui existent au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau du chômage, on est dans une situation classique avec un taux de chômage inférieur à 3 en Allemagne, supérieur à 10-12 dans les pays du Sud. Mais quand on regarde la croissance européenne, on a vu que c'était totalement inversé, avec encore une fois une France au milieu, des services qui fonctionnent, donc c'est l'Europe du Sud qui elle avoisinait les deux, et une Allemagne à 0, à la fois par rapport à son commerce extérieur avec la Chine, qui est mise à mal par la faiblesse de la relance chinoise, et peut-être aussi par rapport à des changements. Alors le changement symptomatique, c'est sur le véhicule électrique, par exemple, où auparavant, une Chine qui se tenait un peu mieux, c'était un peu plus d'exportation des voitures allemandes vers la Chine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a en plus une transformation, donc... je suis un peu plus confiant sur les biens d'équipement, mais on voit qu'il y a aussi des transformations. Donc l'Allemagne qui souffre, c'est aussi cette Chine. Voilà. Après, c'est vrai que la Chine aura des mesures techniques particulières sans doute et ne peut pas avoir les mêmes niveaux de relance qu'auparavant. Sans doute que le consommateur, s'il a des doutes sur sa couverture sociale, etc., il ne consomme pas. Et donc le modèle de transformation où la Chine, où la consommation ne représente que 40% du PIB, on voit bien qu'on ne va pas pour l'instant du tout vers un modèle... Ça a été un peu l'erreur collective qu'on a fait. C'est-à-dire le stock d'épargne accumulé pendant la période Covid en Chine, non, c'est pas l'épargne excessive du ménage américain qui a un travail comme il veut, etc. Il y a une partie, c'est de l'épargne de précaution désormais. C'est des exemples de chômage chez les jeunes, c'est des exemples de couverture sociale chez les plus âgés. Tout ça empêche finalement cette transformation de l'épargne. Bon, épuisement du phénomène de pricing power. Il faut valider aussi l'IA quand même. Il y a eu beaucoup d'attentes sur l'IA. Non, sur les résultats des entreprises qui arrivent là, dans cette saison de publication. Alors, il y a les banques aussi, avec l'histoire du crédit. Où est-ce qu'on a eu du resserrement de crédit, des provisions, des pertes sur crédit? Effectivement, ça, on aura peut-être quelques réponses avec les banques américaines ce vendredi. Je trouve qu'il y a des enjeux sur cette saison. Oui, tout à fait. Sur les banques américaines, ça va être d'autant plus intéressant suite au stress test. Et puis, et de la pression dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui, surtout les petites banques. On a les premières qui vont publier, enfin les grandes banques à la fin de la semaine. Donc, ça sera intéressant de voir ces premiers résultats et de voir si réellement, parce que malgré tout, cet environnement de taux élevés, il est quand même favorable aux banques. Sur les taux de dépôt qui sont rémunérés aujourd'hui. Qui ne sont pas rémunérés, justement, c'est bien le problème. Voilà, qui sont rémunérés pour la banque, pour le coup, et pas forcément pour oui, c'est ça. Pour le oui, mais ça peut pas durer, ça. Ça ne peut pas durer. C'est pour ça qu'on voit déjà. On voit bien ce que ça génère comme fuite vers le cash et le monétaire. Oui, ils sont bien obligés quand même de... Ou du dépôt à terme, qui permet voilà. pour le coup d'être rémunéré. Et puis on voit des produits qui sont intéressants aujourd'hui pour le consommateur, que ce soit des produits, des produits structurés, garantis. Mais ça permet de maintenir la marge d'intérêt pour les banques quand même. Oui, voilà. D'accord. Bien sûr. Parce que malgré tout, quand on propose un produit structuré, évidemment la banque gagne sur le produit structuré. Mais le client, il a une visibilité sur le rendement et puis aussi une garantie implicite. Donc il est prêt à payer des commissions, quoi. Oui, non, mais ça lui offre aujourd'hui un surplus de rendement par rapport au monétaire. Quand le monétaire rapporte 3 ou 3,5%, son produit structuré garanti va lui rapporter 4%. Donc c'est sûr qu'on est dans un environnement quand même qui est globalement plutôt favorable aux banques dans cette remontée des taux. Donc normalement, les résultats devraient être plutôt a priori. Modulo le risque de crédit, modulo les risques de défaut, modulo... Modulo évidemment. Oui, non mais c'est ça qu'on a envie de voir là. Mais
Bon, c'est pour ça que ça va être intéressant. Ouais. Ces résultats vont être intéressants. Après, ce qui va être aussi intéressant, c'est sur le secteur du luxe, et on en a parlé, donc, parce qu'on sortit quand même des résultats extraordinaires au premier trimestre. Donc on va voir si ça continue au deuxième trimestre, avec ce ralentissement, évidemment, en Chine qui apparaît. Et puis, dans la continuité de ça, c'est de voir quel est l'impact aussi des événements qu'on a eu en France. On ne va pas le voir sur les résultats du deuxième trimestre, mais probablement au troisième trimestre, sur quand il y a la Chine qui est quand même les Chinois qui commençaient, le tourisme chinois qui a commencé à revenir en Europe timidement, est-ce que finalement ça va s'accélérer ou pas avec les événements qu'on a eu en France qui a un peu refroidi la Chine et le mot d'ordre de faire attention à certains pays dont la France qui n'est pas nouveau, qui n'est pas nouveau, mais qui se renforce un peu plus à chaque fois. De voir si est-ce que le trend se continue ou est-ce qu'il y a une petite inflexion, ça va être intéressant. Ouais. Je voyais qu'il y avait des signes un peu négatifs dans les parcs Disney, mais au niveau global. C'était pas aussi plein que ce que Disney pouvait attendre. Voilà. Non, mais il y a des petits indicateurs comme ça, ici et là, que le loisir est pas... Voilà, il y a des arbitrages aussi qui commencent à se mettre en place clair. de ce moment. Jean-Jacques ? Non, juste pour les banques, les produits structurés, ça concerne la banque privée. Le reste, par rapport au potentiel d'appréciation des banques européennes, ce qui était très étonnant, c'est quand les taux venaient de 10 et passaient par 3, personne ne pensait les particuliers ne plaçaient pas leur argent. Là, il y a les particuliers qui réclament de nouveaux déplacements. Et le gros, c'est quand même des placements sur des comptes à terme bien rémunérés qui obèrent quand même la rentabilité potentielle des banques. Oui, Oui, puis livré à 4% peut-être demain. Donc la concurrence, elle est quand même sérieuse pour les produits bancaires. Comptes à terme, des obligations. Ouais. Parce que finalement... Pour des liquidités, ils lèvent. Et malgré tout, des produits structurés, y compris pour le retail. Quel est votre état d'esprit et la vue que vous avez sur ces résultats qui arrivent ? Qu'est-ce qui va vous intéresser, Julien Pierre ? Effectivement, on a eu une période un peu exceptionnelle où les entreprises ont réussi à générer une croissance très forte des résultats. D'ailleurs, c'est intéressant lorsqu'on regarde les profits macroéconomiques. Normalement, c'est très très bien corrélé à la croissance de la productivité. Et là, on regarde les États-Unis, l'Europe, on a une baisse de la productivité sur les derniers trimestres, avec PIB pas géniaux, mais beaucoup d'emplois créés. Et les profits ont explosé. Donc, ça met un peu d'eau au moulin de cette histoire de greedflation. Et on sent bien que c'est logique, elles ont quand même un terme. Alors, ça fait 2-3 trimestres qu'on se dit, vraiment, ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est aller plus loin. Et donc, on va voir, je pense, ce qui va être au-delà des résultats du deuxième trimestre, ce qui va être intéressant, c'est les prévisions sur la suite de l'année. Et on l'a dit, un secteur un peu en amont comme la chimie a commencé à warner. Voilà, il faut voir est-ce que ça se diffuse. Pour quelles raisons ? C'est quoi les raisons ? Il y a encore des problèmes d'offres ? C'est encore un sujet d'offre ou c'est plutôt maintenant la demande qui... La demande, ouais. D'accord. Donc voilà, est-ce que... encore une fois, on est dans ce mouvement général où le resserrement monétaire qu'on a eu produit petit à petit ses effets. Et donc, on va voir ce que ça donne au second semestre. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que on a eu une bonne première moitié d'année. Est-ce que les prochains mois seront aussi favorables ? Est-ce que les entreprises ne risquent pas de se retrouver face à des effets ciseaux où elles ont moins de capacité à augmenter les prix et par contre, les augmentations des salaires qui ont pu être accordées continuent d'impacter les résultats. Donc, oui, ça va être intéressant. Est-ce que le thème de l'IA va tenir ses promesses ? Est-ce que c'est un thème qui se diffuse au-delà des 7 magnifiques qui font la performance du marché ? Non, mais ça va être important. On va voir déjà, alors ça, on aime bien mesurer le nombre d'occurrences, le nombre de fois que le thème IA apparaît dans les conférences call avec les analystes. Et on sait déjà que c'est pas juste chez Nvidia qu'on parle d'IA. On en parle chez Pepsi, chez Coca, chez Carrefour, chez tous ceux qui en veulent, quoi. Ce qui est très intéressant et très logiquement, c'est que beaucoup d'investisseurs cherchent à élargir la base, justement. C'est-à-dire que je pense qu'on a pu jouer Nasdaq, par exemple, l'indice, et aujourd'hui, on cherche à élargir. Et d'ailleurs, vous avez vu que le Nasdaq 100 va élargir sa base. C'est-à-dire que le poids, finalement, de ces 7 magnifiques va... On va repondérer, on va réduire le poids un petit peu de ces 7 magnifiques. Ça va vraiment dans le sens d'aller chercher des dossiers dans des caps un peu plus réduites. Et je pense qu'à un moment donné, même... on ira sans doute chercher dans les mids au moment où on pensera qu'il peut y avoir un petit rebond de l'économie vu le retard. Mais c'est le moment là ou pas ? Je pense que c'est un peu tôt. Par contre,
de jouer justement des fonds. Alors, ça a été joué de différentes manières. On a vu, par exemple, beaucoup de personnes revenir sur des fonds équipondérés. On a pu faire aussi. Ça paraît très, très logique. En juin, on a vu ces indices equal weight, équipondérés, S&P, rattraper un peu. Oui. Non, mais sur un mois, sur quelques semaines. Ça semble vraiment la logique de l'histoire aussi, en effet. C'est-à-dire que c'est de se dire, par rapport à ça, le thème reste toujours valable. Qu'est-ce qui n'est pas très loin et un peu au second degré que je peux acheter et qui peut aller dans le même sens. Et ça sera dans le même secteur, mais oui, je crois. Ouais. Après, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par rapport, sans doute, au salaire, à la part des salaires, au pourcentage des salaires, l'importance des salaires dans la valeur ajoutée, finalement, d'un secteur ou d'une entreprise. Donc, plus c'est élevé, plus les ingénieurs, par exemple, sur place, ont la capacité de sous-traiter et de faire appel à l'IA plutôt qu'à des collègues. Et donc, normalement, ça devrait améliorer la productivité. Donc, là, oui, je pense que c'est un thème vraiment durable et qui favorise les États-Unis davantage que l'Europe, oui. Bon, au global, on reste constructif? C'est ce que j'entends. Oui, c'est ce que je crois comprendre dans le discours. Oui, parce que pas de miracle à attendre, je pense, au niveau des résultats, mais sur les taux, il y a encore, je pense, quelques mois qui peuvent être favorables et le marché se projette plus loin. Et donc, ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que généralement, dans ces phases qui précèdent un futur mouvement de baisse des taux, la certitude, c'est qu'il y aura baisse des taux. L'incertitude, c'est est-ce que c'est récession ou est-ce que c'est ralentissement ? Et si c'est vraiment récession, là, la récession emporte la baisse des taux. Mais si c'est juste ralentissement, souvent, l'aspect baisse des taux est plus important. Et le marché, dans ces phases-là, se focalise plutôt sur l'élément de certitude qui est quand même le futur mouvement de baisse des taux, avec l'idée d'une croissance où, pour l'instant, on ne voit pas d'élément de récession à venir. Donc oui. Bon. Positionnement, équilibre des allocations, là, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qu'on garde, à quoi on réfléchit en matière de coup d'après, en matière d'investissement, Delphine? On reste plutôt constructif sur la partie action, et on profite de la volatilité qui est très basse pour protéger les portefeuilles. D'accord. Donc acheter des puts aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Peut-être que ça servira pas. Mais on préfère ne pas réduire l'exposition cash, je comprends. Donc ça va être plutôt une stratégie. La stratégie sur les portefeuilles les plus prudents, elle est différente. Là, on a plutôt changé la composition des portefeuilles prudents pour augmenter la partie obligataire, qui apporte énormément de carry, de visibilité sur le rendement, en prenant moins de risques finalement dans l'ensemble. Donc ça, c'est un vrai travail de fonds structurels, d'adaptation en fonction des marchés. Et puis voilà, dans les secteurs, nous on aime bien toujours l'immobilier coté. Aujourd'hui, ça rebondit depuis quelques jours, mais globalement, après 50% de baisse par rapport au plus haut, à un moment donné, ça semble intéressant d'investir parce que, encore une fois, quand l'inflation a touché son pic et puis qu'elle se réduit, mais qu'elle reste élevée, ça doit être le meilleur secteur qui performe. Donc ça, on continue à être vraiment convaincu. J'entends. C'est intéressant. C'est un play anti-inflation quand même. Voilà. L'indexation des loyers, etc. Exactement. On l'a beaucoup raconté, mais quand l'inflation est à 10%, c'est un choc violent, notamment pour des groupes endettés. Mais derrière, vous dites, si le régime d'inflation est un peu plus élevé, normalement, c'est des bonnes protections contre l'inflation. D'accord. Quand elle reste élevée, mais qu'elle décélère, globalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que la fonction de réaction du marché aujourd'hui, elle n'est pas complètement directe par rapport à ce qu'on a pu voir aussi dans le passé, parce que finalement, quand on est dans le marché et qu'on a moins de 15 ans d'expérience, on n'a pas connu ces expériences de taux d'intérêt élevés, durablement, et même si à l'époque c'était pas des inflations comme les années 80, on était quand même plutôt dans un environnement de taux beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu ces 15 dernières années. Donc là, avec une stérilisation des taux, avec des taux à quasiment zéro pendant 15 ans, on a quand même, on rechange complètement de mode d'environnement, de paradigme, et on a toute une partie des investisseurs qui doivent se réadapter à ça. Donc bon, globalement, tout ça pour dire que sinon sur la partie géographique, on reste quand même investi aujourd'hui sur la partie émergente. Sur la partie obligations émergentes qui performe très bien depuis le début de l'année, là on a été très positionnés. Il y a des marges de manœuvre là, oui. Voilà. Et oui, parce qu'ils sont en avance de phase. Oui, bien sûr. Très différents des cycles précédents. En avance et ils baisseront les taux. Ils commencent à baisser les taux beaucoup plus en avance que la Fed et puis la BCE. Et enfin, sur la partie
partie action, on reste investi sur l'Asie, notamment sur la Chine, même si pour l'instant c'est un peu déceptif. Oui. C'est redevenu vraiment pas cher. Voilà, pour dire les choses d'une certaine manière. Julien Pierre, dans la gestion diversifiée de Lazard, est-ce que les équilibres ont bougé ? Qu'est-ce qui reste constructif ? Sur quoi est-ce que vous restez constructif là, pour la suite ? Sur les actions, on reste très prudent. On pense que le marché... Il y a quand même une récession très probablement devant nous. On sait qu'historiquement, ce n'est pas des événements très agréables pour les investisseurs actions, donc on préfère rester prudent. Surtout que, aujourd'hui, l'obligataire de bonne qualité rémunère bien. On commence à ajouter de la duration dans nos portefeuilles parce que, quelque part, à un moment, on sait que il y aura peut-être encore deux hausses des taux courts aux US, mais le marché, après, pricera à plus long terme des baisses de taux, surtout si, effectivement, davantage de signes de retournement du cycle. Donc là, c'est des points d'entrée. La correction obligataire de la semaine dernière, pour vous, c'est des points d'entrée là. D'accord. Et voilà, on attend, on continue de regarder les données. On voit des créations d'emplois qui ralentissent petit à petit. Et on se dit que ce genre de choses finit généralement pas très très bien. Prudence, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois pour cet éclairage sur la situation de marché et vos convictions d'investissement à mi-parcours de cette année 2023. Delphine Di Pidio-Tigier était avec nous, Indo-Suez Wealth Management, Jean-Jacques Friedman, Vega IM et Julien Pierre Nouhan, Lazard Frères Gestion.